Bonjour chez vous, bienvenue pour cette 14e de cette semaine j'ai vu. Vous connaissez le principe, je donne mon avis sur une dizaine de films à peu près, accompagné de ma note sur 20. Vous retrouverez en fin d'émission une invitée spéciale. C'est parti les enfants. Cette semaine j'ai vu Belladonna of Sadness, réalisé par Eiichi Yamamoto, sorti dans les années 70-73 pour être beaucoup plus précis, que vous pourrez redécouvrir ce mois-ci en salle dans une belle restauration en 4K. Belladonna. La période du récit se situe dans un Moyen-Âge au temps de l'Inquisition. Jean et Jeanne forment un jeune couple amoureux. Ils s'aiment d'une façon pure et innocente. Mais nos jeunes amoureux vont être brisés par le seigneur du village qui va violer Jeanne et les exclure du château. Incapable d'affronter le regard de son mari qui la méprise, Jeanne va pactiser avec le diable. Belladonna of Sadness est une libre adaptation écrite par Jules Michelet intitulée La sorcière. C'est aussi le chapitre final d'un triptyque d'un film d'animation pour adultes produit par le papa d'Astro Boy, Osamu Tezuka. Belladonna of Sadness est une œuvre rare, dérangeante, intense, un véritable modèle scénaristique dans son écriture avec pour référence littéraire Le Parfum de Patrick Süskind, rien que ça, Roméo et Juliette pour ne citer que ces deux-là. Belladonna of Sadness pourrait rebuter par son animation mêlant illustration fixe avec une animation pauvre, mais la structure dramaturgique du récit est tellement intense, est tellement rare, est tellement puissante qu'on s'abandonne, le regard médusé par tant de beauté, de fusion d'aquarelle et de psychédélisme, avec pour référence l'art nouveau du style Gustav Klimt, soutenu par une BO extraordinaire du genre pop 70s. Jamais j'aurais ressenti juste par un seul dessin, une illustration fixe représentant le viol, une transmission aussi forte, macabre et cruelle. Belladonna of Sadness est un film poétique qui parle d'amour mais qui critique la pensée unique et c'est par-dessus tout un film profondément féministe, mais un film féministe intelligent, pas comme les suffragettes. Celui-là, c'est un film féministe très intelligent, rare et intense. Il faut absolument que vous alliez lui faire un putain de triomphe, car il sort ce mois-ci en salle. Il me tarde d'acheter aussi le Blu-ray quand il sortira. Et ce film mérite haut la main un 20 sur 20. Juste après sa vision, il est devenu instantanément culte et rentre directement dans mon top 10 des meilleurs films d'animation. C'est pour vous dire, allez le voir, je compte sur vous. Cette semaine, j'ai vu Bahubali The Beginning, réalisé par S.S. Rajoumali avec l'acteur Prabhas et la très belle actrice Tamana Bhatia. Shivudu, abandonné dans un berceau à sa naissance, est recueilli par des villageois. Le temps passe, il devient un homme fort, intrépide, et sa seule obsession, c'est de gravir une énorme cascade, un truc tellement haut que tu penses même pas tellement que c'est haut. Donc d'échec en échec, eh bien, il va être récompensé le jour où il trouve en son pied un masque mystérieux et l'esprit d'une fille qui va le guider sur le bon chemin. Une fois en haut, il n'est pas au bout de ses surprises. Quand le réalisateur de l'incroyable film Iga, un film complètement what the fuck avec des scènes d'action extraordinaires, super jouissives et de la comédie, des séquences romantiques au top, s'attaque à un film d'aventure épique avec de la fantasy et qu'en plus il obtient le titre du blockbuster le plus cher made in India, eh bien en globalité, en un seul mot, je dirais que le film est
hallucinant. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans les films Bollywood, c'est tout genre confondu, que ce soit l'action, comédie, romantique, thriller, polar, même les comédies musicales, eh bien c'est cette aisance extraordinaire de passer d'une émotion à l'autre en y intégrant de la danse et de la chorégraphie, marque de fabrique originale et indissociable des productions Telugu. Et il faut absolument que vous sachiez que dans ce film, sur 2h30, il n'y a que 10 minutes de chant et de danse. Et c'est extrêmement bien intégré, extrêmement bien pensé, c'est intelligent, c'est-à-dire que les chants et la danse arrivent dans des séquences dites romantiques, et dans les scènes de guerre ils vont pas vous foutre une chanson, sinon ce serait complètement ridicule et complètement con. Le film n'est pas parfait et la trame du récit est simpliste, mais tous les thèmes abordés en filigrane sont brillamment et intelligemment mis en scène, que ce soit le thème de l'amour, de l'amitié, de la quête d'identité, de la guerre, du pouvoir ou de la trahison. Ce qui frappe les rétines cinégraphiques en premier lieu, c'est l'explosion des couleurs savamment pensées, les costumes, la végétation, les couchers de soleil, jusqu'à la teinte de l'eau selon l'endroit et l'action, un véritable régal et de dépaysement garanti. Merveilleux film d'aventure qui comporte autant de scènes romantiques que de séquences d'action grandioses. Vous allez passer un excellent moment. Sur 2h30 de film, 10 minutes de chant, franchement ça va, allez-y, il sort ce mois-ci en salle, il faut absolument que vous jetiez dessus. Je compte sur vous encore une fois, entre Belladonna of Sadness et Bahubali The Beginning, ce sont deux très grands films et ma note est de 18/20. Cette semaine, j'ai vu Captain America Civil War, réalisé par les frères Russo avec Robert Downey Jr., Chris Evans et Scarlett Johansson et beaucoup d'autres stars qui jouent dedans. Alors je dois vous avouer que les films de super-héros sont de moins en moins ma tasse de thé. Ça commence un petit peu à me gonfler en fait. Enfin gonfler c'est pas vraiment le mot, mais je trouve que ça prend trop de place sur les réseaux sociaux, dans l'actualité cinématographique, que les scénarios sont trop balisés, que les séquences d'action sont vraiment pas original, même si on s'emmerde pas, hein, mais les séquences d'action sont pas originales et on ferait mieux de se reporter sur le cinéma indépendant, film de genre américain, anglais, voire français quand c'est le cas, ou HK, ou les films coréens, que les blockbusters qui nous servent véritablement de la soupe. Alors on rentre dans le vif du sujet avec des plus et des moins. Alors ce que j'ai aimé, c'est qu'on s'emmerde pas une seule seconde. C'est vrai que le film est extrêmement dynamique. Les effets spéciaux sont réussis, mais vous allez me dire ça coule de source puisque c'est un blockbuster, et un blockbuster de cette envergure-là, c'est normal avec tous les millions qu'ils injectent dedans. Ce serait véritablement désolant que les effets spéciaux ne soient pas réussis. Mais c'est quand même très appréciable. Et puis, ce qui m'a le plus plu dans le film, c'est l'humour entre les interactions entre les personnages. Ça, c'est très plaisant. Mention spéciale à Spider-Man. Et ce que je n'ai pas aimé, c'est le rendu photographique du film. Alors, je n'y connais absolument rien aux comics, qui paraît-il est meilleur que le film, mais le film... 80% des critiques que j'ai pu voir, que ce soit écrites ou en vidéo, les gens aiment ce film. Donc bon voilà, ne vous fiez pas peut-être à ce que je dis, mais c'est juste mon avis personnel.
Et peut-être qu'ils ont voulu rendre avec cette nouvelle caméra un rendu plus urbain ou qui ressemble aux comics. Je n'en sais strictement rien, je n'ai fait aucune recherche parce qu'à vrai dire je m'en fous un peu complètement quoi. Mais la première chose que je me suis dit dans le film, c'est putain qu'est-ce que c'est laid. Voilà. Par contre les séquences d'action sont plutôt fun, cool, c'est extrêmement bien monté puisque bon ça justement ça donne de la dynamique, mais encore une fois les séquences d'action ne sont pas originales. J'ai pas les séquences d'action ne servent pas le scénario, donc du coup j'étais complètement hors jeu pendant tout le film, même si on s'emmerde pas, hein. Pareil pour le scénario, avoir cette séquence finale genre tragédie grecque, est-ce que vous avez pleuré? Est-ce que vous vous êtes dit putain, ce twist final de ouf, je le voyais pas venir? Et moi franchement je suis resté hors circuit, j'ai trouvé ça même ridicule. Et puis en plus pour ceux qui l'ont vu, comment le personnage réagit face à cette tragédie grecque, eh bien il a aucune rage. Bon voilà, je le répète, hein, les séquences d'action, on s'emmerde pas, mais une petite boule de feu, une petite toile d'araignée comme ça, franchement je trouve que les réalisateurs ont fait un meilleur travail sur le Soldat d'hiver que je préfère largement à celui-ci. Mais bon, c'est juste mon petit avis, et puis en plus je ne connais rien en film de super-héros, donc bon voilà, c'est peut-être pour ça que j'étais pas à fond, mais je lui donne quand même une note de 10 sur 20. Cette semaine j'ai vu Eddie the Eagle, réalisé par Dexter Fletcher avec Hugh Jackman et l'excellent Taron Egerton. Depuis son enfance, Eddie rêve de Jeux Olympiques. Loin d'être un athlète idéal, moqué par presque tout le monde, sa vie va être chamboulée quand il va rencontrer un ex-entraîneur au caractère atypique et bien trempé. Eddie the Eagle porte un seul et unique message: ne baissez pas les bras, battez-vous pour réaliser vos rêves. Et dans ce genre-là, sur presque tous les plans, eh bien, ça fonctionne à merveille. La réalisation est inventive. Les séquences de saut soulèvent le cœur comme si vous étiez sur le Shambhala à Port Ventura. Les séquences émotionnelles ne tombent jamais dans le pathos. Parfois ça frôle un petit peu la caricature, mais l'émotion sonne toujours juste et c'est ça le plus important. Et bien sûr les deux très grandes forces du film, c'est Hugh Jackman, hilarant malgré lui, et Taron Egerton est tout simplement formidable, méconnaissable, talentueux, magnifique. Et je pense qu'il est bien parti pour avoir une petite nomination dans la catégorie meilleur acteur pour les prochains Oscars. Dans la catégorie film de sport improbable, eh bien Eddie the Eagle prend le peloton de tête. Alors c'est moins rigolo que Rasta Rocket, mais beaucoup mieux shooté. Essayez de vous laisser tenter par ce trip dans la poudreuse avec une soundtrack soutenue par une soundtrack influence 80s tout à fait délicieuse. Et ma note du film est de 15 sur 20. Cette semaine, j'ai vu Le Livre de la Jungle, réalisé par Jon Favreau avec les voix françaises de Lambert Wilson, Leila Bekti et Eddie Mitchell, entre autres. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Élevé par les loups dans la jungle, Mowgli est un petit homme futé, courageux et vaillant, menant une vie paisible jusqu'au jour où le grand méchant tigre Shere Khan lui promet de le tuer à cause de sa haine des hommes. Si le dessin animé était un pur chef-d'œuvre, eh bien ce live action déçoit clairement, mais quand même le film a quand même
quelques qualités. La mise en scène est assez énergique, la caméra elle est fluide, on suit le film du début jusqu'à la fin, donc ça c'est pas un problème. Les effets spéciaux sont extrêmement bien réussis, le rendu des animaux, la végétation, les courses poursuites, la séquence du serpent, quelques idées bien trouvées, notamment la scène du feu, ce que le feu représente pour les animaux. Ça je trouve que c'est une des meilleures idées du film. Et puis arrive cette seconde partie. Quand je dis seconde partie, je pense à la séquence, à la scène du singe qui est un ratage total et incompréhensible, et à partir de là j'ai complètement décroché. Alors j'ai vu le film 2 fois en version française et en version originale, et je peux vous dire qu'ils ont en commun que les musiques, les chansons sont véritablement horribles, et mention spéciale à Lambert Wilson pour la version française où j'ai dû prendre 4 comprimés de Doliprane pour m'en remettre. Alors j'adore cet acteur Lambert Wilson, je sais que c'est un ancien chanteur d'opérette ou d'opéra, mais franchement il faut qu'il arrête, c'est vraiment une catastrophe, enfin du moins pour moi il m'a fait saigner des oreilles. Donc c'est en demi-teinte, ce livre de la jungle. J'espère que La Belle et la Bête avec Emma Watson va véritablement relever le niveau. Et ce film, ma note est de 9 sur 20. Cette semaine, j'ai vu 13 Hours réalisé par Michael Bay avec John Krasinski et James Badge Dale. L'histoire se situe en Libye, plus précisément à Benghazi. 6 hommes vont faire face à des centaines d'assaillants surarmés. Le fight va durer 13 heures, une histoire véridique. Michael Bay est un réalisateur capable du pire comme du meilleur, et ici il signe un film de guerre bien tendu, gunfight à profusion, violence, explosion, bons sentiments et peut-être un happy end à la fin, mais en tout cas pas de message politique super chiant comme quoi les USA sont les plus forts, juste des hommes en proie dans une guerre qui les dépasse. Il y a du Carpenter dans ce film et on pense immédiatement à Assaut version hardcore. Les personnages sont bien construits. Alors c'est vrai qu'il y a un petit peu de bons sentiments, mais franchement ça dure 2 minutes et le film va véritablement à l'essentiel. C'est extrêmement bien shooté, extrêmement bien pensé. L'ennemi est vraiment terrible parce que les assaillants sont toujours tapis dans l'ombre, on voit jamais leur visage et ça souligne véritablement bien la terreur chez le spectateur. En tout cas moi ça m'a fait beaucoup d'effet, et il y a une ambiance un peu guerrier de la nuit avec cette version Assaut, et qui est vraiment très très appréciable. Je dirais que c'est plus un bon film de genre qu'un bon film de guerre, et ma note est de 16 sur 20. Cette semaine, j'ai vu The Invitation, réalisé par Karyn Kusama avec Michael Huisman et Logan Marshall. Will est invité par son ex-femme et son nouveau mari dans un quartier très luxueux à manger. Et quand il va arriver, il va très vite s'apercevoir qu'il y a des comportements très étranges, dont celui de sa femme, celui de son mari et de quelques invités. The Invitation est un putain de huis clos incroyable, formidable en tout point. La réalisation est parfaitement bien maîtrisée. La musique souligne le suspense du film, du début jusqu'à la fin, est juste ouf. Les interprètes sont au top. Et ce twist final, le twist final, il est démentiel. Je trouve que c'est le twist final de l'année. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce film. Il faut absolument que vous jetiez sur ce film qui est incroyable, réalisé par Karyn Kusama. Franchement, bravo. 19 sur 20. Il rentre, je pense, directement dans mon top 10 des meilleurs films de cette année. Next. Cette semaine, j'ai vu Orgueil et Préjugés et Zombies, réalisé par Burst Tears avec Lily James, Sam Riley et Bella Scott.
Dans la campagne anglaise du 19e siècle, une invasion de zombies sévit depuis 50 ans. L'histoire se centre sur la famille Bennett, plus précisément sur les filles. Entre deux passements d'armes, elles cherchent l'amour. Tiré du roman parodique écrit par Seth Graham Smith, mélangeant l'histoire du best-seller de Jane Austen avec celui de La Nuit des Morts Vivants, eh bien le film déçoit, mais pas là où on s'y attend. En effet, les gros défauts viennent étrangement de la partie horrifique. Les CGI sont vraiment très laids, les profusions de sang se comptent sur les doigts d'une main. Chaque apparition de zombies prête plus à sourire et vire très souvent au ridicule. Et puis les jumpscares ne marchent jamais. Le film n'est pas dénué de qualité, mais il va surprendre pour son côté romanesque beaucoup mieux maîtrisé. Les interprètes sont au top, en tête Sam Riley et Lily James. Les interactions amoureuses sont hilarantes, jubilatoires. Et le film nous propose de très belles envolées romantiques. Alors c'est vrai que quand on va voir un film comme ça, on s'attend plus à avoir une partie horrifique beaucoup mieux maîtrisée, et là c'est véritablement le contraire. C'est le côté humoristique, romantique qui prend le dessus sur la partie horrifique qui est vraiment très très médiocre, et ça donne un film bizarre, bizarre mais pas déplaisant. Alors c'est sûr que si vous allez voir un film sur les zombies, vous allez être clairement déçu, mais si vous êtes clément comme moi, eh bien vous allez quand même apprécier le film, et je lui donne une note de 12 sur 20. Cette semaine j'ai vu The Neon Demon, réalisé par Nicholas Winding Refn, avec Elle Fanning, Keanu Reeves, Jenna Malone. Jessie, 16 ans, débarque à Los Angeles et elle est catapultée à la vitesse grand V dans le monde impitoyable de la mode. Convoitise et jalousie seront au rendez-vous. Neon Demon, c'est sûr, ne plaira pas à tout le monde. Preuve, le film a divisé à Cannes, le film divise les critiques, le film va vous diviser. Si vous regardez le film avec une seule vision linéaire, à coup sûr, vous allez vous emmerder et sans aucun doute, vous allez sortir de la projection frustré. L'idée du réalisateur est de construire son film comme une œuvre d'art contemporain où chaque personne, individuellement, pourra donner une interprétation différente. Ce film fait appel à l'intellect, à ce que l'on pense de la beauté. Le réalisateur joue avec les codes du cinéma et ses références sont nombreuses. On pense à Suspiria d'Argento, à Mulholland Drive de David Lynch, Les Prédateurs de Tony Scott et Lolita version Adrian Lyne. Si le réalisateur critique la beauté d'une façon stupéfiante à travers le monde de la beauté qui est juste une représentation caricaturale de ce qu'elle incarne, il trouve un moyen extraordinaire à travers le personnage de Jessie, joué par Elle Fanning, une ingénue de 16 ans, d'être le soleil dans un monde fait de glace. Le réalisateur nous fait comprendre qu'à travers les reflets du miroir, parsemés tout le long du film, la superficialité de notre personnage principal. Comme si son âme, sa beauté intérieure n'existait plus, était extirpée. Une sorte d'Alice de l'autre côté du miroir qui se perdrait dans un fantasme et qui serait déconnectée du réel. À plusieurs reprises du film, les yeux de Jessie sont hypnotisés par des néons en forme de triangle. Cela s'explique par la ville de Los Angeles, connue pour ses néons, attraction dangereuse, comme si elle était absorbée par un monde qui la dépasse. Bien qu'elle soit consciente de son extrême beauté, elle va se laisser envahir et engloutir dans sa propre superficialité. Le monde réel qui s'entrechoquerait avec le monde virtuel et le monde virtuel qui engloutirait le monde réel, belle métaphore sur l'innocence perdue. Un film qui s'adresse, comme le dit son réalisateur, à la jeunesse. C'est une belle réflexion sur la beauté. C'est un ovni, c'est un film à la fois thriller, film d'horreur, film de vampire. Pour moi, c'est vraiment véritablement un très très grand film, il m'a beaucoup parlé. Bien sûr,
La réalisation, je la trouve terrible, la photographie, la musique qui a toute son importance, qui donne toute son aura au film, la musique de Cliff Martinez qui est vraiment excellente, une des BO que j'écoute en ce moment. Et puis bien sûr l'interprétation d'Elle Fanning, elle est juste incroyable. Tout ça, ça forme un des meilleurs films de cette année, pour moi en tout cas, et il mérite largement un 19 sur 20. Et maintenant, place à l'invité spécial, Amandine de la chaîne Deep Geek Beauty. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos pour que vous alliez découvrir sa chaîne. C'est parti pour son conseil. Salut la YouTube sphère. Tout d'abord, je tiens à remercier Kim de m'avoir invité dans sa chronique. Et ensuite, aujourd'hui, autour d'une bougie qui crépite, on va se retrouver pour le film Mama. C'est un film d'enfants, de rire et de papillons. Elle parle au mur. Maman, je veux pas qu'il t'arrive du mal. Je te promets qu'il va rien m'arriver. Tu peux pas faire ça. Vite, qu'est-ce qu'il y a sous le lit? T'avais promis. Mama est un film d'Andrés Muschietti et qui est produit par le grand Guillermo del Toro. Si tu ne sais pas qui est Guillermo del Toro, je te propose de le Google It tout de suite. Tu dois connaître cet homme, c'est très important pour ta vie. Ce film est classé dans l'épouvante poétique noire. Bouh, j'adore. Le côté hybride du film entre film d'horreur et conte de fées est vraiment très immersif. Vous avez vraiment l'impression d'y être. Le film emprunte clairement la voix de la fable horrifique. Le film commence par un drame, donc ça ne commence pas très bien. Dans une famille où il y a un couple et 2 petites filles. Le père, il pète un gros câble. Trop de pression, crise économique, plus de pâte à tartiner, c'est foutu. Boum! Il tue sa femme. Ça règle tous ses problèmes, évidemment. De là, il emmène ses 2 petites filles en voiture et boum! Redrame. Ils ont un accident de voiture. Ils se retrouvent tous les 3 dans une forêt où ils découvrent une cabane abandonnée. Le père est désespéré, à bout, il ne sait pas quoi faire. Il décide alors de se débarrasser de ses filles. Et là, bim bam boum, il se fait tuer par une étrange créature. 5 ans plus tard, l'oncle des petites filles, qui les a recherchées maintes et maintes années pour les retrouver, finit par les retrouver. La créature semble les avoir épargnées parce qu'elles sont encore vivantes. Mais par contre, elles sont réduites à un état de régression totale. Elles sont revenues à l'état sauvage. Elles n'ont plus l'habitude de la présence humaine et comme vous vous en doutez, ça craint un peu. Dès qu'elle voit quelqu'un, elle pète un plomb. Finalement, l'oncle et sa compagne Annabelle décident de les ramener chez eux. Mais ça ne se fait pas n'importe comment parce qu'ils doivent suivre un programme de réhabilitation dans une maison un petit peu spéciale. Bref. Je vais pas faire le tour de tout le film, le reste vous le verrez de vous-même. Les filles s'intègrent petit à petit et se sociabilisent de nouveau. Tout pourrait très bien se dérouler jusqu'à ce que le couple fasse une terrible découverte. Ils comprennent alors qu'ils ont recueilli avec eux, en même temps que les filles, la créature qui vivait dans les bois. L'intrigue psychologique du film est parfaitement tissée. Les peurs cauchemardesques des enfants sont vraiment bien présentes. Tout le long du film, on balance entre une peur qui est très suggérée et une peur de front avec cette créature mystérieuse. L'intrigue du film est très intéressante parce qu'elle est progressive, mais elle est là dès le début. Même si le film est vraiment très axé sur l'émotion et sur le drame, il faut avouer qu'il y a vraiment un certain nombre de jumpscares et qui sont plutôt très efficaces. Les jeux de caméra sont vraiment incroyables, ça reste encore poétique. Les vues qui nous sont offertes renforcent vraiment le côté fantastique du film, enfin c'est génial. Les jeunes filles en plus, les actrices sont vraiment très convaincantes, franchement elles se sont très bien débrouillées, elles ont été très bien entourées. Et au fur et à mesure du film, on se rend compte que l'oncle il est quand même vachement mis de côté par rapport à Annabelle, sa compagne, parce qu'au final le film tourne autour des thèmes quand même de la maternité, de la relation entre les femmes et de l'identification en fait dans une famille, la place de chaque femme, chaque petite et grande femme. De plus, Annabelle, sa compagne, elle n'est pas du tout prête au départ à devenir mère et au final elle a pas trop le choix et dans tous les cas elle se débrouille plutôt pas trop mal. Donc franchement moi le film c'était vraiment un coup de cœur parce que
ce côté fantastique, super poétique, la façon dont ils ont filmé ça, les jeunes filles qui ont un jeu qui est vraiment excellent et on est vraiment transporté dans un autre univers, c'est complètement recréé, c'est un film qui est vraiment unique en son genre et je pense que tout le monde devrait au moins découvrir ce film, qu'il lui plaise ou non à la fin pour maintes et maintes raisons, mais c'est vraiment quelque chose d'unique en son genre. Et voilà, je pense qu'il faut le découvrir dans tous les cas. Voilà, alors j'espère que ma petite présentation vous aura plu, qu'elle ne vous aura pas trop fait peur. Je vous fais des bisous, des papillons, et puis un petit peu de cauchemar, et je vous dis à la prochaine fois. Salut! Merci Amandine pour ton conseil et surtout d'avoir joué le jeu. On se donne rendez-vous pour une prochaine Cette semaine j'ai vu et en attendant, bonjour chez vous.